Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes légendes vivantes de la musique française, Eddie Mitchell. À 83 ans, cet homme n'est pas seulement une icône. Il est un monument. Une voix rocailleuse qui a traversé 6 décennies, des excès, des divorces, des addictions, des casinos, des tournées infernales, et qui, pourtant, se tient toujours debout. Mais attention, ce n'est pas l'histoire d'un rocker qui a tout perdu. Non. C'est l'histoire d'un gamin de Belleville qui a appris à transformer la célébrité en empire silencieux. Pas de yacht clinquant, pas de montre en or qui pèse 3 kilos. Non. Le luxe d'Eddie, c'est la paix. La paix d'un homme qui a survécu à lui-même. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va remonter le temps. Des ruelles crasseuses de Belleville au studio de Memphis, des tables de poker parisiennes aux villas de Saint-Tropez. On va tout décortiquer. Et à la fin, je vous poserai une question. Eddie Mitchell a-t-il vraiment trouvé le secret du bonheur? Ou est-ce que même les légendes doivent payer le prix du succès? Allez, on commence. Et n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous parce qu'on va parler d'argent, d'amour, de drogue, de rédemption, et de ce que ça coûte vraiment d'être une star. Imaginez Paris, 1942. La guerre vient à peine de s'achever. Les rues sentent encore la poudre et la misère. Dans le quartier populaire de Belleville, un gamin naît le 3 juillet. Claude Moine. Fils d'un employé de bus et d'une caissière de banque. Pas de luxe. Pas de rêve doré. Juste des HLM, des odeurs de friture, et des gamins qui jouent au foot avec des boîtes de conserve. Mais ce gamin-là, il est différent. Il a la rage. Pas celle qui détruit. Celle qui construit. Dès l'âge de 8 ans, il passe ses après-midi au cinéma du coin. Pas pour les bonbons. Non. Pour Gary Cooper. Pour John Wayne. Pour les westerns en noir et blanc où les héros ne parlent pas beaucoup, mais agissent. Il rêve d'Amérique. D'espace. De liberté. Son père l'emmène souvent voir ses films, et ensemble, ils dévorent les histoires de cow-boys solitaires, de duels au soleil couchant, de justice impitoyable. Claude absorbe tout, les regards durs, les silences pesants, les musiques épiques qui font vibrer les salles obscures. Ses projections deviennent son échappatoire, son univers parallèle où un gosse de Belleville peut devenir shérif ou hors-la-loi. Et puis, un jour, il entend Elvis. Un 45 tours qui tourne sur un jukebox crachotant dans un café du quartier. Un dog. Et là, c'est fini. Claude n'est plus Claude. Il devient Eddie. Le rock entre dans sa vie comme une déflagration. Chuck Berry suit de près, avec ses riffs endiablés et ses paroles rebelles. Eddie passe des heures à imiter ses sons sur une guitare bon marché, grattant jusqu'à s'en user les doigts. À l'école, il s'en fiche. Les profs le voient comme un rêveur agité, un gamin qui dessine des guitares sur ses cahiers au lieu de faire ses devoirs. Mais lui, il sait. Il sait que sa vie sera ailleurs, dans les amplis qui hurlent et les foules qui acclament. À 16 ans, il monte son premier groupe, les Chaussettes Noires. Le nom est ridicule? Peut-être. Mais le son? Électrique. Brut. Inédit en France. En 1961, leur tube Daniela explose. 2 millions de disques vendus. En 1961, c'est un chiffre hallucinant. Pour vous donner une idée, à l'époque, la France écoute encore du yéyé mignon, des chansons d'amour en accordéon, des idoles propres sur elle comme Johnny Hallyday qui commence à peine à secouer les choses. Et là, bam! Des guitares qui crachent, une voix rauque, des cuirs noirs, des attitudes provocantes. Les Chaussettes Noires, c'est le premier vrai choc rock français. Ils enchaînent les scènes, les émissions de télé naissantes, les fans hystériques qui arrachent les vêtements. Eddie, lui, il n'a que 19 ans. Mais déjà, il sent l'odeur de l'argent. Les cachets gonflent. Les contrats pleuvent. Les fans qui hurlent son nom. Il achète sa première veste en cuir véritable, sa première moto qui vrombit dans les rues de Paris. Il se sent invincible, comme ces héros de western qu'il adore. Les concerts s'enchaînent, des petites salles enfumées au théâtre plus grand, où le public bonde et chante en chœur. Daniela reste des semaines en tête des classements, un hymne adolescent qui parle d'amour avec une énergie brute, presque animale. Les autres membres du groupe ont des potes de quartier où partagent l'euphorie, mais déjà, les tensions couvant. Qui prend les décisions? Qui touche combien? Les managers, ces requins en costume, promettent la lune mais grignotent les parts. Mais derrière les projecteurs, ça grince. Le groupe? Une bombe à retardement. Les égos s'entrechoquent comme des cymbales mal accordées. Les royalties mal partagées deviennent un sujet explosif. Les managers prennent 50%,
parfois plus, sous prétexte de « frais ». En 1963, c'est la rupture. Les chaussettes noires se séparent dans la douleur, avec des mots durs et des portes qui claquent. Eddie est seul. Risque maximal. Se lancer en solo dans une France qui n'a pas encore de vraie scène rock? C'est du suicide. Ou du génie. Il choisit de parier sur lui-même. Il traverse la Manche, direction Londres, puis Nashville, Memphis. Il enregistre avec Jimmy Page, oui, le futur Led Zeppelin, ce guitariste génial qui pose des solos incendiaires, et Big Jim Sullivan, un virtuose des studios britanniques. Des albums comme Rocking in Nashville ou Sur la route de Memphis naissent de ces sessions transatlantiques. Des disques qui sentent la sueur, le bourbon et la poussière des routes américaines infinies. Eddie y infuse sa voix éraillée, son accent français qui charme autant qu'il intrigue, des textes qui parlent de voyage, de femmes fatales, de nuits sans fin. Et là, miracle, il possède tout. Ses masters. Ses droits. Ses chansons. Contrairement à 90% des artistes des années 60 qui signent des contrats pourris avec des labels voraces et finissent ruinés à 40 ans, Eddie contrôle. Il dit non aux producteurs qui veulent le formater en gentil crooner yéyé. Il dit oui à la longévité, à l'authenticité. Il négocie chaque clause, apprend les rouages de l'industrie comme un businessman en herbe. À 30 ans, il n'est plus un chanteur éphémère. Il est une marque. Une marque qui rapporte gros, avec des tournées sold out et des disques qui s'écoulent par centaines de milliers. Et qui va apprendre, très vite, que l'argent, ça brûle si on ne sait pas le tenir. Parce que le succès attire les tentations comme un aimant attire la limaille de fer. Mais avant de parler fric en détail, parlons excès. Parce que le succès, c'est bien. Mais quand tu chantes 50 fois par an, que tu traverses l'Europe en train de nuit, que les groupies frappent à ta porte à toute heure, que les bouteilles de whisky coulent à flot backstage, il y a un prix. Et Eddie va le payer. Cher. Très cher. Les années 70 marquent le début du carrousel infernal. Eddie est au sommet absolu. Bercy complet en quelques heures. Olympia à guichet fermé mois après mois. Il vend des disques par palettes entières, des vinyles qui tournent en boucle sur les radios naissantes. Mais derrière la scène? L'enfer pur et simple. Je ne prenais pas de cocaïne pour le plaisir. Je la prenais pour tenir. Phrase choc. Phrase vraie. Imaginez le planning. Lundi, concert à Lyon devant des milliers de fans en délire. Mardi, enregistrement à Londres avec des musiciens britanniques de légende. Mercredi, tournée en Belgique, bus bondés, routes interminables. Jeudi, retour à Paris pour répéter de nouvelles chansons. Vendredi, casino. Samedi, casino. Dimanche, casino. Il dort 3 heures par nuit, maximum. Il boit pour décompresser. Il sniffe pour rester éveillé. Il joue pour oublier la fatigue. Le poker devient sa drogue numéro 2, une addiction qui ronge ses nuits comme un feu lent. Je quittais ma femme à 14 heures. Je rentrais à 7 heures du matin. Juste pour parler d'une main de poker. Sa femme? Françoise Lave. Mère de ses 2 enfants, Eddie Junior et Marilyn. Ils se sont mariés jeunes, trop jeunes peut-être, dans l'euphorie des premiers succès. L'amour était là, sincère, passionné. Mais le rythme? Impossible à tenir pour un couple normal. Les absences prolongées, les rumeurs de liaison, les nuits blanches, tout cela mine le mariage comme de l'acide. Divorce. Le tribunal est sans pitié, froid comme une lame. Pension alimentaire, 8 000 à 12 000 euros par mois, ajustée à l'inflation. Durée, à vie. Faites le calcul vous-même, en 45 ans, ça représente plusieurs millions d'euros sortis directement de sa poche. Eddie n'a pas le choix. Il accepte une tournée monstre, épuisante, inhumaine. 200 dates en un an. Il chantera avec 42 fièvres, la voix cassée par les cris et la fumée. Avec la gueule de bois qui lui martèle les tempes. Avec la coque dans le nez pour masquer la douleur et l'épuisement. Juste pour payer. J'ai chanté pour rembourser mes dettes. Pas pour la gloire. Chaque concert devient une obligation, un fardeau plutôt qu'une joie. Les fans voient le showman charismatique, la voix qui fait vibrer les arénas. Lui voient les factures, les avocats, les nuits sans sommeil. Et puis, il y a le jeu qui empire. Les casinos de Paris, Enghien, Deauville deviennent ses seconds foyers. Il y laisse des centaines de milliers de francs en une seule nuit. Une soirée maudite, il perd l'équivalent d'une maison entière sur une table de blackjack. Il rit jaune dans ses mémoires, des années plus tard, j'ai tout perdu. Sauf la voix. Heureusement.
Les dettes s'accumulent, les amis s'inquiètent, la santé craque. Il touche le fond, un fond sombre où la gloire semble un piège doré. Les excès ne sont plus une fête, ils sont une prison. Il développe des habitudes destructrices, des cercles vicieux où l'argent facile du showbiz file entre ses doigts comme du sable. Et puis, elle arrive. Muriel Bayul. Elle n'est pas une groupie en amourée, pas une opportuniste qui court après la célébrité. Elle est lucide, forte, ancrée dans la réalité. Elle voit et dit. Pas la star adulée. L'homme. L'homme qui se détruit lentement, nuit après nuit. Un soir, après une énième nuit blanche au casino, elle pose l'ultimatum, clair et net, c'est le jeu ou moi. Pas de drame théâtral, pas de cri. Juste la vérité nue. Eddie choisit elle. Sans hésiter. Il fait quelque chose d'inouï à l'époque, un geste radical qui marque un tournant, il écrit aux autorités françaises. Il demande à être interdit de casino à vie. Officiellement. Sur papier timbré, avec tampon et signature. J'ai signé ma propre interdiction. Comme un alcoolique signe pour ne plus boire. Et ça marche. Les portes des casinos se ferment pour lui à jamais. Il arrête le jeu froid. Il arrête la coque, petit à petit, avec du soutien et de la volonté de faire. Il arrête les excès qui le bouffaient vivant. Avec Muriel, il se marie en 1980, dans l'intimité, loin des flashs. Ils auront une fille, Pamela, quelques années plus tard. Johnny Hallyday devient le parrain, oui, le Johnny, l'ami de toujours, le frère de scène qui a partagé tant de routes, de bières et de confidences. Muriel ne sauve pas seulement son cœur battant. Elle sauve sa fortune entière, en le guidant vers la prudence. Elle lui dit, arrête de dépenser comme un fou. Commence à investir intelligemment. Et Eddie écoute, pour la première fois peut-être. Il transforme ses leçons douloureuses en armes pour l'avenir. Les années 80 marquent la renaissance. Eddie n'est plus un rocker impulsif. Il est un stratège avisé, un homme qui a frôlé l'abîme et en est revenu plus fort. Il achète intelligemment. D'abord, un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Discret, élégant, avec des meubles choisis pour le confort plutôt que l'ostentation. Pas de bling, pas de dorures inutiles. Juste un havre où poser ses valises entre deux voyages. Puis, la villa à Saint-Tropez. L'histoire de cette villa? Légendaire, presque romanesque. Il la voit lors d'une escapade, tombe amoureux de la vue, de l'isolement. Mais il lui manque 5000 francs pour conclure l'affaire. Le vendeur, un homme de confiance, un voisin presque, lui dit, pas de problème. Je te prête. Sans intérêt. Sur 10 ans. Un geste rare, humain, dans un monde de requins. Aujourd'hui, cette villa vaut plusieurs millions d'euros, un investissement qui a décuplé de valeur avec le temps. Elle est perchée sur les hauteurs du golfe, accessible par une route sinueuse, étroite, bordée de pins et de cyprès. Isolée, protégée des curieux, du bruit du port bondé en bas. À l'intérieur, une salle de projection privée, son joyau. Des affiches de High Noon, de la planète interdite, encadrées avec soin. Des vinyles de Jerry Lee Lewis empilés comme des trésors. Des photos dédicacées par Orson Welles, ces géants du cinéma qui l'ont inspiré depuis l'enfance. C'est son sanctuaire, un musée personnel où il revit ses passions. Il y passe des heures à projeter des classiques, seul ou avec des amis proches, un verre de vin à la main, commentant les scènes comme un expert. Et ce n'est pas tout. Il anime la dernière séance sur FR3, puis Canal+. De 1982 à 1998. Une émission culte qui ramène les grands films américains dans les salons français, western crépusculaire, polar noir, comédie hollywoodienne. Le public adore, les rediffusions sur Canal+ et Arte rapportent encore des revenus passifs, des chèques réguliers sans lever le petit doigt. Parallèlement, il joue dans des films qui marquent, Coup de torchon de Bertrand Tavernier, où il incarne un personnage ambigu avec une intensité rare, Le bonheur est dans le pré, comédie feel-good qui touche le cœur des Français, La Totale, un rôle plus léger mais payant. Chaque rôle égale cachet substantiel. Chaque rediffusion égale royalties qui s'ajoutent aux piles. Et surtout, son catalogue musical. Plus de 500 chansons enregistrées entre 1960 et 2025, un trésor inépuisable. Sur la route de Memphis, la dernière séance, pas de boogie-woogie. Des classiques incontournables qui tournent encore sur Nostalgie, RTL, les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Selon la SACEM, il touche entre 200 000 et 400 000 euros par an en droits d'auteur. En 2025. À 83 ans.
Il n'a pas besoin de tourner en boucle sur les réseaux sociaux, de faire des duos avec des influenceurs. Il n'a pas besoin de buzz éphémère. Il a la longévité, cette arme secrète que peu possèdent. Ses chansons diffusées en Belgique, en Suisse, lors de mariages, de soirées rétro, de pubs même. Chaque play, chaque diffusion TV, chaque karaoké approximatif rapporte un centime qui s'accumule. L'été 2025. Eddie annule sa tournée d'été. Raison de santé, officiellement. Les rhumatismes, la fatigue accumulée, l'âge qui rappelle ses droits. Il se retire à Saint-Tropez, dans sa villa bien-aimée. Elle est devenue son refuge absolu, son cocon. Matin, café face à la mer Méditerranée, qui scintille comme un diamant bleu infini. Après-midi, lecture de scénarios oubliés, écriture de mémoires, promenade lente dans les pins. Soir, vieux film en projection privée, vinyle qui craque doucement, amis de longue date qui passent sans prévenir. Plus le temps passe, plus je reste ici. Pas de yacht amarré au port, pas de jet privé, pas de garde du corps en costume. Juste le silence bienveillant, la mémoire des bons moments, la famille réunie. Il dit souvent, l'argent ne reste pas pour toujours. Mais il aide à mieux dormir, quand il est bien géré. Saint-Tropez, il l'a découvert à 17 ans, lors d'une virée adolescente. La lumière dorée, le silence des collines, le temps qui s'étire comme un chat au soleil. Depuis, c'est son encre. La villa coûte cher, entretien, sécurité, taxes foncières, plusieurs milliers d'euros par mois. Elle me coûte une fortune, avoue-t-il au journal du dimanche. J'ai acheté tout ce dont j'avais envie. Comme je ne suis pas passionné de voitures, ce furent des maisons à la place. Celle de Saint-Tropez est chère, mais je ne le regrette pas. Parce que ce prix, c'est celui de la liberté. Un refuge loin du tumulte de la célébrité, où il vit à son rythme, sans obligation, sans projecteur braqué 24 juillet. Comment a-t-il bâti sa fortune exactement ? Peu de chanteurs français ont parlé d'argent avec autant de franchise qu'Eddie Mitchell. Il n'a jamais prétendu être un saint ni caché le prix de ses choix. Vous savez, l'argent ne reste pas pour toujours, surtout quand on a fait autant de bêtises que moi. Son histoire est une leçon à la fois d'excès et de discipline, une véritable feuille de route sur la manière de tout perdre puis de tout reconstruire. Au sommet de sa gloire, la relation de Mitchell à l'argent était chaotique, un tourbillon destructeur. Son premier revers financier vint du jeu. Dans les années 1970, le poker et les casinos dévoraient ses nuits comme un ogre insatiable. Il décrivait les cercles de jeux parisiens comme ses secondes maisons, où il passait des heures à courir après l'illusion de l'argent facile, des jetons qui s'empilent et disparaissent en un clin d'œil. Quand vous quittez la maison à 14 heures de l'après-midi et que vous rentrez à 7 heures du matin, vous commencez à comprendre ce que vous perdez. Cette addiction a failli détruire son mariage et vider une grande partie de ses économies, des sommes folles parties en fumée. Puis vint un investissement désastreux dans un restaurant, une idée impulsive qui s'effondre comme un château de cartes, engloutissant des dizaines de milliers de francs. Une autre erreur coûteuse qui l'obligea à repenser ses instincts en affaires, à douter de chaque décision. Mais la plus lourde erreur de toutes fut son divorce d'avec Françoise Lave en 1979. Les pensions alimentaires qu'il verse encore aujourd'hui à sa première épouse restent un rappel constant de cette période, un fil rouge financier qui traverse sa vie. Au total, ses paiements entre 8 000 et 12 000 euros par mois représentent plusieurs millions sur 45 ans, une charge lourde mais honorée sans faille. Pour faire face à ses obligations, il accepta un jour une tournée épuisante de 200 concerts, avant avoir eu recours à la cocaïne simplement pour tenir le rythme infernal, pour ne pas s'effondrer sur scène. Ces années l'ont vieilli plus vite que le temps lui-même, creusant des rides précoces, usant sa voix mythique. Mais elles ont aussi forgé son sens du contrôle, une armure invisible contre les pièges du succès. Après son mariage avec Muriel au début des années 1980, Mitchell changea radicalement de cap. Il arrêta le jeûnette, évita les affaires risquées comme la peste, et se concentra sur ce qu'il connaissait le mieux. La musique qui l'avait sauvé, le cinéma qui le passionnait, l'immobilier qui offrait la stabilité. Il s'entoura de conseillers compétents, un petit réseau de comptables de confiance qui lisent chaque contrat au peigne fin. Il apprit à lire lui-même chaque contrat ligne par ligne, à poser des questions, à négocier. Il disait souvent que la clé de la richesse n'était pas le talent brut, mais la longévité tenace. Sa discipline transforma ce qui aurait pu être une carrière éphémère en un empire de 60 ans, solide comme un roc. Aujourd'hui, sa fortune est estimée entre 20 et 25 millions d'euros, environ 25 millions de dollars. Les experts estiment qu'environ 40% proviennent de l'immobilier, ces biens parisiens et tropéziens qui prennent de la valeur année après année.
25% des placements financiers prudents, en bourse modérée ou obligations sécurisées. 20% de ses droits musicaux, ce catalogue vivant qui génère sans effort. Même à 83 ans, ses chansons continuent de générer des royalties tandis que les rediffusions de la dernière séance lui apportent encore des revenus modestes mais réguliers, comme un robinet qui coule doucement. Sa richesse n'atteint pas l'extravagance de Johnny Hallyday, son ami disparu qui collectionnait les bolides et les propriétés folles. Mais elle dépasse celle de Jacques Dutronc ou de Michel Polnareff, preuve que la patience l'emporte souvent sur le spectacle clinquant. Lorsqu'on lui demanda un jour quel était son plus grand luxe, Eddie Mitchell n'hésita pas. « Le temps, répondit-il, le temps de me reposer, le temps de choisir ce que je veux faire. J'ai travaillé 60 ans pour pouvoir me l'offrir. » À 83 ans, Eddie Mitchell ne court plus après la gloire, la fortune ou la reconnaissance. Il a déjà connu les trois et y a survécu, plus sage, plus serein. Ce qui compte pour lui aujourd'hui, c'est ce qu'il reste une fois que le bruit s'éteint, que les amplis se taisent. Ses amis l'appellent Schmoll, un surnom qui le suit depuis les années 60, lorsqu'il était un jeune rocker impertinent au sein des Chaussettes Noires, avec ses blagues grinçantes et son attitude de dur à cuire. Aujourd'hui, ce même nom représente bien plus, le dernier gentleman du rock français, un survivant élégant. Contrairement à beaucoup d'artistes morts jeunes ou ruinés, Mitchell a réussi à transformer son talent en stabilité durable. Sa fortune, estimée à environ 25 millions d'euros, ne raconte pas toute l'histoire. Derrière ce chiffre se cachent 60 années de travail acharné, de tournées sans fin sous la pluie ou la canicule, de milliers d'heures passées en studio à peaufiner chaque note, sur les plateaux de tournage à répéter des scènes jusqu'à l'épuisement. Il a connu les extrêmes du succès et de la solitude sans jamais perdre pied complètement. « J'ai vécu comme un chanteur de rock, disait-il, mais j'ai pensé comme un comptable. » Cet équilibre entre rébellion et raison est ce qui le définit le mieux, cette dualité qui l'a porté si loin. La famille est devenue le centre tranquille de ces dernières années, un ancrage émotionnel inébranlable. Sa femme Muriel, celle qui lui avait autrefois imposé de choisir entre l'amour et le jeu, reste sa compagne la plus proche et sa conseillère la plus fidèle, une présence discrète mais essentielle. Ensemble, ils ont bâti une vie discrète entre leur appartement parisien cosy et leur villa de Saint-Tropez enveloppante. Leur fille, Pamela, est adulte maintenant, et la maison s'anime souvent des visites d'amis de longue date et de musiciens qui viennent partager un repas, une anecdote, un rire. Ces deux enfants issus de son premier mariage, Eddie et Marilyn, font depuis longtemps partie de sa vie après des années plus difficiles, marquées par la distance et les rancœurs. Son fils Eddie Moine a suivi la voie de son père mais en coulisses, en travaillant dans l'édition musicale, la gestion des droits et des catalogues afin de préserver l'héritage familial pour les générations futures. Dans ses interviews rares et savoureuses, Mitchell parle rarement d'héritage en termes d'argent froid. « Mes enfants n'ont pas besoin que je les rende riches, disait-il avec un sourire en coin. Ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre ce que le travail signifie, la valeur d'un effort honnête. » Son héritage n'est pas seulement musical, avec ses mélodies qui bercent encore des millions, il est moral, une transmission de valeurs forgées dans le feu. Il incarne une génération qui a bâti ses carrières sans raccourci, sans gloire instantanée ni réseaux sociaux pour booster artificiellement. À une époque où beaucoup de stars brillent vite comme des feux de paille et disparaissent tout aussi vite dans l'oubli, la lumière d'Eddie Mitchell perdure depuis plus de 6 décennies, éclairant discrètement la culture française avec authenticité et élégance intemporelle. En février 2025, la France l'a honoré d'une victoire de la musique d'honneur pour ses 60 ans de carrière. Ce n'était pas simplement un trophée de plus sur une étagère déjà pleine, mais une sorte d'adieu touchant, une reconnaissance envers un homme qui a offert à son pays une véritable bande sonore de vie, des joies, des peines, des routes infinies. Et tandis qu'il passe désormais ses journées dans le calme de Saint-Tropez, le garçon autrefois agité de Belleville semble enfin avoir trouvé la paix, non pas dans le luxe tapageur mais dans la gratitude profonde. Il écoute encore ses anciens disques, fredonnant parfois quelques refrains d'une voix plus douce. Et quand les journalistes lui demandent s'il regrette quelque chose, sa réponse est simple, directe, sans fioriture. Non, j'ai fait des erreurs, mais elles m'ont appris à mieux vivre et je suis toujours là. C'est tout ce qui compte. La vie d'Eddie Mitchell prouve que le succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne sur le moment, mais à la manière dont on le conserve avec sagesse et dont on le dépense avec mesure. D'un gamin de la classe ouvrière parisienne à l'un des musiciens les plus riches et respectés de France, il a montré que le temps, la loyauté indéfectible et l'amour véritable peuvent surpasser la gloire éblouissante. Alors, qu'en pensez-vous ? Eddie Mitchell a-t-il réellement trouvé le secret du bonheur ou son histoire prouve-t-elle que même les légendes doivent payer le prix du succès ?
Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de légendes de la musique et de leur vie cachée.